octobre 1960. Patrice Lumumba, porte-parole emblématique du nationalisme africain, est arrêté, torturé et exécuté. Le Congo plonge une fois de plus dans l'horreur. Cette terre est-elle marquée à jamais du sceau de la violence et de la malédiction? Quelle place y a-t-il pour les faibles dans cet Eldorado convoité de tous? Noirs et blancs sont-ils jamais parvenus à y cohabiter et à s'entendre? Comment tout cela a-t-il pu commencer? C'est au début du XVIe siècle que les premiers Blancs débarquent au Congo. Venus du Portugal, jeunes pour la plupart, ils ont quitté l'Europe pour tenter leur chance en Afrique. C'est dans la violence que débute l'histoire de la cohabitation entre Blancs et Noirs en Afrique. En s'enfonçant avec leur caravelle en terra incognita, c'est de fortune dont rêvent ces négociants portugais. Ils viennent en Afrique chercher des esclaves pour les envoyer en Amérique, récemment découverte par Christophe Colomb. Pendant plus de 3 siècles, l'esclavage va progressivement décimer la région. Entre le XVIe et le XIXe siècle, avec la complicité de négriers arabes et africains, les Européens vont envoyer 4 millions d'esclaves au Brésil, 4 millions dans les Caraïbes anglaises, françaises, hollandaises et danoises, 2 millions dans les pays contrôlés par l'Espagne. Avec l'arrivée des premiers Portugais, le Congo s'enfonce dans une première ère de violence qui transformera durablement la région et marquera les consciences de traces indélébiles. Au milieu du XIXe siècle, une nouvelle génération de voyageurs européens débarque au Congo. Ces voyageurs d'un nouveau genre ne sont plus là pour s'installer, mais pour explorer. Le vent du changement s'apprête à envahir l'Afrique centrale. Les cartes vont bientôt changer de main. Ce sont de nouveaux acteurs qui prennent désormais l'initiative. Des lettres d'explorateurs et de voyageurs choqués par ce qu'ils ont vu en Afrique. J'en ai reçu des dizaines. En tant qu'archevêque primat d'Afrique, je connaissais très bien le terrain. Les personnalités s'adressaient spontanément à moi. Ils savaient qu'ils pouvaient me faire confiance. J'ai plus de 20 ans de brousse derrière moi. Le cardinal Lavigerie est l'un de ces nouveaux protagonistes actifs en Afrique centrale au milieu du XIXe siècle. C'est à Alger, en 1868, que Lavigerie fonde la Société des missionnaires d'Afrique, les Pères Blancs. En quelques années à peine, la congrégation religieuse compte déjà près de 300 missionnaires dans 6 pays d'Afrique. Ces différentes fonctions font de Charles Martial Lavigerie l'un des plus grands spécialistes de l'Afrique de son temps. Et par la force des choses, l'un des plus grands ennemis de l'esclavage.
L'objectif de nos voyageurs et de nos missionnaires est de combattre l'esclavage, par la force de persuasion ou par la force du fusil si cela s'avère nécessaire. La traite vers l'Amérique s'est heureusement éteinte ces dernières décennies. Maintenant, le problème, ce sont les Arabes et les Africains eux-mêmes. Les Arabes ne paient pas bien l'achat des esclaves, et il devient plus intéressant pour les rois africains de faire travailler les esclaves sur place dans les plantations. Ils ne les cèdent donc plus aux étrangers. Les esclaves sont rebaptisés captifs ou serviteurs, mais ce sont des esclaves. Arrêtons l'hypocrisie. Nous avions besoin d'un vrai déclic pour que les choses changent. Dans mon noble combat contre l'esclavagisme, je me suis trouvé un allié de taille, le jeune roi des Belges, Léopold II. Rien ne prédestinait ce jeune monarque, longtemps inconnu du monde, à changer durablement la face de l'Afrique centrale. Héritier d'une grande lignée royale connectée à l'Allemagne, la France, l'Angleterre et l'Autriche, Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha monte à l'âge de 30 ans sur le trône du jeune royaume de Belgique sous le nom de Léopold II. Ambitieux, boulimique, stratège, grand admirateur des puissances voisines de son petit royaume, le jeune Léopold sait qu'il doit diriger un des pays les plus prospères d'Europe, la Belgique. Dès son arrivée au pouvoir, Léopold II a une certitude. Un grand pays doit posséder une colonie. L'obsession coloniale de Léopold II le pousse à s'intéresser à plusieurs régions du globe. Toutes ses premières tentatives de colonisation restent vaines. Mais en 1877, une nouvelle opportunité inespérée s'offre à lui. Nous devons nous procurer une part de ce magnifique gâteau africain. Avec ce nouvel objectif, Léopold II adopte un nouveau discours. C'est en tant que roi philanthrope qu'il se présente désormais auprès de la bonne société occidentale. L'esclavage qui se maintient sur une notable partie du continent africain constitue une plaie que tous les amis de la civilisation doivent désirer voir disparaître. Aux amis de la civilisation. Aux amis de la civilisation! Léopold II se démène pour convaincre l'Europe du caractère philanthropique et désintéressé de ses ambitions coloniales. En quelques années, le roi parvient à se positionner comme le héros de la cause anti-esclavagiste. Pas question de mentionner ses visées impérialistes. Ses objectifs sont purement humanitaires. Afin de mener à bien ses desseins coloniaux, le roi des Belges doit s'entourer de collaborateurs ambitieux, à la hauteur de son pari insensé. C'est ainsi qu'il aborde l'explorateur Henry Morton Stanley en 1878. À cette époque, Stanley est déjà une célébrité de 100 ans. Sa réputation, l'explorateur la doit à ses coups d'audace extraordinaires et un fameux sens de l'autopromotion. Doté d'une volonté hors du commun, Stanley vient de mettre un terme à une retentissante expédition transafricaine de 3 ans quand Léopold II l'approche à son retour en Europe. Le cœur de Stanley penche plutôt pour la Grande-Bretagne. Mais celle-ci ne semble pas intéressée par la région du fleuve Congo. Léopold II se fait donc insistant et parvient à s'attacher les services de l'explorateur renommé. Au prix d'un salaire de ministre et d'une belle publicité, Léopold II renvoie Stanley, accompagné de collaborateurs belges et européens, explorer l'intérieur du territoire congolais. Stanley est chargé de fonder des postes le long du fleuve, au nom d'un comité d'études piloté par le monarque lui-même. Le but est de prendre de vitesse les autres puissances européennes, elles aussi intéressées par la région. L'explorateur Stanley, je l'ai bien connu, car il est passé plusieurs fois dans mon territoire. Il a été bien content de bénéficier de mes services. Personne ne refuse l'aide de type au type. Le plus grand marchand d'Afrique centrale, riche propriétaire de plantations, haut représentant du sultan.
Je suis dans le commerce de l'ivoire et de la traite depuis toujours. J'ai toujours respecté les Européens et ils m'ont toujours respecté. Ces hommes blancs, je les connaissais mieux que personne. Je savais ce qu'ils avaient en tête. Je comprenais ce qu'ils venaient rechercher ici. Les voyageurs de passage ont tous profité du système. Je leur vendais la main-d'œuvre dont ils avaient besoin pour leur caravane. Je savais qu'en préservant de bons contacts avec le blanc, ils me garantiraient mon monopole sur la région. Avec l'aide des chefs africains qui ne veulent pas perdre leur part du gâteau, Stanley s'engage dans une épreuve de rapidité qu'il n'est pas certain de remporter. Car à l'intérieur des terres, la France est en train elle aussi de passer des accords avec des chefs de la région et tente de doubler le roi des Belges. Léopold II est en passe de perdre son pari. Fin tacticien, le roi comprend les limites de sa stratégie. Une affaire purement philanthropique, comme il tente de la présenter, ne pèserait aucun poids par rapport à un grand pays d'Europe implanté dans la région. Le roi change son fusil d'épaule. Sous son autorité personnelle, le Congo doit devenir un État et être reconnu comme tel par les autres puissances. Le roi décide alors d'étoffer sa présence au Congo et de recruter de nouveaux volontaires pour ses missions d'occupation. Il les trouve sur place, au sein des factoreries, ces grands hangars commerciaux postés le long du fleuve, et où travaillent des négociants européens implantés de longue date. Quand l'expédition de Stanley est arrivée au Congo, j'étais encore très jeune. Début de la vingtaine à peine. Je venais de débarquer de Bruxelles, j'étais à peu près le seul Belge résident dans la région. J'avais été engagé par une maison française, Doma, Béraud et compagnie. Nos affaires tournaient bien. Chaque nationalité avait sa spécialité. L'ivoire, le genièvre, le tissu. Nous, c'était les armes à feu. Au départ, nous ne ressentions pas la concurrence comme elle devait exister en Europe. Fréquemment, les Portugais nous envoyaient d'imposantes embarcations officielles pour bien nous faire comprendre qu'ils étaient ici, chez eux, et ce depuis toujours. Mais pour nous, ce qui importait encore à cette époque, c'était de maintenir des relations de courtoisie avec les autres Européens, pour préserver nos intérêts communs dans le commerce. Notre concurrence n'existait que sur le terrain commercial. C'est en mai 1883 que le roi a fait appel à mes services. Mes 10 années d'expérience au Congo faisaient de moi une personne précieuse sur le terrain. Je connaissais de nombreux princes locaux avec lesquels j'étais en affaires. J'avais été commerçant, je devenais agent du roi. Une course contre la montre diplomatique s'enclenche pour le souverain. Sur le terrain, ses agents s'affairent. Il faut obtenir des traités des princes locaux au plus vite. Montrer que les chefs coutumiers appuient le projet du souverain belge. Un à un, je suis allé voir les rois de ma région que je connaissais tous personnellement. C'étaient les dernières signatures qu'il nous fallait encore, et j'allais les obtenir. Je connaissais le jeune blanc avec qui je faisais affaire. J'ai signé. J'avais besoin de poudre, de fusils et de munitions. J'ai signé. Le blanc m'a promis aide et protection inconditionnelle de son roi. J'ai signé.
contre la garantie de rester juge suprême de mon peuple, j'ai signé. Pour que les Blancs restent un allié et m'appuient dans mes litiges commerciaux, j'ai signé. Le dernier traité signé, celui des 9 rois de Boma, est capital pour Léopold II. Il lui garantit la souveraineté sur l'embouchure du fleuve et lui ouvre la voie commerciale sur l'Atlantique. Le traité est expédié en urgence à Bruxelles en 1884. Fort de ces nouvelles signatures, Léopold II passe une série d'accords diplomatiques avec ses concurrents. Il concède le libre-échange dans tout le territoire actuel et futur de l'Association internationale du Congo. Il accorde à la France le droit de préférence sur le Congo. Si Léopold venait à jeter l'éponge, c'est à la France que le territoire reviendrait. Par ce coup de génie diplomatique, Léopold II obtient enfin la reconnaissance après laquelle il court depuis près d'une décennie. Tandis que les grandes puissances partagent l'Afrique à la conférence africaine de Berlin, tenue par Bismarck en février 1885, Léopold II obtient, à titre personnel, la souveraineté sur l'État indépendant du Congo, qui voit ainsi officiellement le jour. Pour le roi des Belges, c'est un triomphe. Il vient de mettre la main sur un gigantesque territoire, le plus grand d'Afrique centrale, 80 fois la superficie de son petit pays. Léopold II exulte. Il est convaincu qu'il pourra rapidement mettre à profit sa nouvelle colonie. Il ne se doute pas que pour lui, les difficultés ne font que commencer. Le Congo ne se laissera pas dompter si facilement. En Belgique, Léopold II commence immédiatement à rechercher des appuis auprès de la bourgeoisie pour l'épauler dans son projet colonial. Pourtant, dans le monde politique belge, c'est l'indifférence. Pour beaucoup d'entre nous, le Congo était alors une histoire privée qui ne concernait que le souverain et une poignée de ses collaborateurs capitalistes. En toute honnêteté, au départ, le monde politique dans sa majorité jugeait les actions du roi comme une fantaisie déraisonnable, à laquelle il ne voulait pas trop être mêlé. Nous, au Parti ouvrier belge, on avait d'autres chats à fouetter. Nous nous intéressions beaucoup plus aux esclaves blancs dont parlait le catéchisme du peuple qu'aux esclaves noirs. Du côté libéral et catholique, l'enthousiasme était à peine plus marqué que chez nous. Libéraux et catholiques étaient convaincus que le Congo ne paierait pas. En dépit des conseils de prudence de son entourage, Léopold II est enivré par l'énormité de son projet. Il s'emporte et prend à titre personnel d'énormes risques financiers. Il jouit, il est vrai, d'une gigantesque fortune. Il a beaucoup investi dans les grandes sociétés belges. On estime son portefeuille en actions à 50 millions de francs, soit plus de 200 millions d'euros au cours actuel. C'est donc sa richesse personnelle qui lui permet au départ de payer ses agents sur le terrain. Au Congo, en 1885, nous étions à peine 250 Européens sur l'ensemble du territoire. Notre mission pouvait se résumer en un mot, l'occupation efficace. Bula Matari, les briseurs de roches. C'est ainsi que les Noirs surnomment ces blancs bâtisseurs.
Il nous fallait construire les premières grosses infrastructures et les voies de communication, mettre en place un réseau étendu de missions, asseoir la conquête en pacifiant les zones à risque. Pour la pacification des zones, nous manquions de forces vives européennes et nous avions la consigne de recruter localement. La force publique, chargée de mener les guerres de conquête et de maintenir l'ordre, recrutait donc ses soldats sur place. Libérés, esclaves, marginaux. La force publique voit ses effectifs multipliés par 10 en moins de 20 ans. Plus de 13 000 hommes au début du XXe siècle. Libérés. Voilà la désignation de ces nouvelles recrues au service de Léopold II et qui serviront aussi pour l'exécution des grands chantiers de construction. Dans un rapport, le juge de Zager constate: le libéré est enchaîné. Soit. C'est une nécessité. Souvent brutalisés et toujours abandonnés dans la solitude, ce sont des gens qui n'ont jamais vu de blanc et qui n'apprennent à les connaître que par les mauvais traitements qu'ils subissent. Je leur explique en riant qu'ils sont à la chaîne par nécessité, parce que d'autres s'étaient enfuis, mais qu'on les amènerait dans une autre région et que là ils seraient soldats, comme ceux qui les gardent maintenant. Beaucoup de ces hommes, mal considérés dans leur société d'origine, se montrent très sensibles aux privilèges de leur nouvelle fonction. Certains, revanchards, vont faire preuve d'une extrême cruauté, couverts, voire encouragés par les autorités européennes complices. En Belgique, Léopold II est conscient des difficultés qui s'accumulent sur le terrain. Sa cassette personnelle ne suffit bientôt plus à couvrir tous ses investissements. Malgré sa promesse de ne rien demander à la Belgique, le roi se voit contraint de faire appel à la générosité de l'État belge. En 1890, il obtient de l'État un gigantesque prêt sans intérêt de 25 millions de francs, soit l'équivalent d'un quart des recettes fiscales annuelles du pays. Si le roi ne peut plus rembourser, il devra céder le Congo à la Belgique. Trop de risques, pas assez de garanties, trop peu de débouchés. Le monde des affaires belges n'était pas intéressé. C'est la menace d'une mainmise des capitaux anglais sur la construction des chemins de fer qui a provoqué le déclic des milieux financiers en Belgique et permis la création des premières sociétés capitalistes belges. La construction d'une ligne de chemin de fer de la mer au centre du pays sera une étape décisive dans le développement du Congo. Stanley l'avait confié à Léopold II. Sans chemin de fer, le Congo ne vaut pas un centime. Le premier coup de pioche pour la construction du chemin de fer est donné en 1890 à Matadi, dans le Bas-Congo. Le chantier est immense. 8 années sont nécessaires pour relier les 400 km qui séparent Léopoldville de Matadi. Les conditions de travail sont insoutenables. Les travailleurs sont surveillés par un corps militaire composé de 200 hommes. Parmi les forçats du chemin de fer, Congolais, mais aussi Sierra-Léonais, Sénégalais, Libériens ou Chinois, des centaines meurent à la tâche. Début des années 1890. L'activité frénétique de Léopold II au Congo lui coûte une fortune. Le roi est au bord du désastre économique et de la faillite personnelle. Sa femme le menace. Léopold, vous allez nous ruiner avec votre Congo. Mais Léopold II est un stratège hors pair. Après avoir épuisé ses cartes en Belgique, c'est vers l'étranger qu'il se tourne pour obtenir de l'aide financière. Et à nouveau, il se présente comme grand philanthrope. Quand Bruxelles accueille la conférence internationale anti-esclavagiste début 1890, le souverain en profite pour exposer brillamment ses objectifs philanthropiques devant la bonne société occidentale. Il doit, dit-il,
renforcer les troupes en place pour combattre les esclavagistes arabes qui menacent la civilisation. Pour combattre l'esclavage en terre africaine, le roi a besoin de moyens supplémentaires. Il demande donc l'autorisation de pouvoir lever l'impôt au Congo et mettre ainsi fin au libre-échange. Son plaidoyer à la conférence anti-esclavagiste obtient gain de cause auprès des grandes puissances. L'horizon se dégage enfin. Le roi peut désormais taxer le commerce au Congo. L'imposition du commerce de l'ivoire et des matières précieuses offre une nouvelle source de financement au roi. Mais cela ne suffit pas. En 1891, une étape de plus est franchie afin de renflouer les caisses. Léopold II instaure le système domanial. Selon ce système, toutes les terres non cultivées par les populations noires sont déclarées vacantes et deviennent propriété de l'État. Le caoutchouc et les richesses naturelles qui s'y trouvent appartiennent désormais de plein droit à l'État, donc au roi. Au Congo, les agents du roi ne savent encore rien de ce qui se décide en Europe. Pour beaucoup d'agents en poste, la solitude pèse. Les distractions sont rares. Les journées sont parfois longues, à des milliers de kilomètres de sa famille. Dans la torpeur du quotidien congolais, personne ne devine encore que le destin de la région est en train de basculer, que l'appétit vorace de Léopold II va plonger le Congo dans la période la plus noire de son histoire. Faire entrer l'argent dans les caisses, Léopold II sait qu'il doit rapidement stabiliser les frontières et mettre les populations au travail. L'objectif qui importe désormais pour les nouveaux agents que Léopold II a sur le terrain est d'occuper les zones dépeuplées pour ne pas se les faire déposséder par les autres puissances coloniales qui le concurrencent. Bloquer les Français dans le nord Ubangi, les Anglais dans le sud Katangais, mater les rébellions des chefs au Kwango, chasser les Arabes du territoire Swahili. Les zones pacifiées doivent être rentabilisées au plus vite. Les agents du roi reçoivent la consigne de punir les villages qui se rebellent. Dans un journal intime, le sous-lieutenant Charles Lemaire recense jour après jour les villages qu'il soumet au nom du roi. 28 mars 1891, arrêt à Bolébo. Accueilli par des lances et des fusils, village brûlé. 20 avril 1891, attaque des villages Ikengo. Le chef Ekele est tué et jeté à l'eau. 14 juin 1891, refus d'El Oliva de venir à la station. Attaque dans la pluie. 15 Noirs tués. L'intense pression psychologique et l'obligation de résultat pèsent fortement sur les agents de terrain. De nombreux agents se réfugient dans l'alcool et la violence gratuite. Les pendaisons arbitraires s'enchaînent. Les guerres d'occupation, brutales, s'avèrent particulièrement meurtrières. Les militaires, à bout de force, se révoltent à plusieurs occasions contre l'autorité coloniale. Au fort de Shinkakassa, 18 soldats paient de leur vie leur tentative de rébellion. On ne discute pas les ordres qui proviennent de Belgique.
Mais c'est la récolte de caoutchouc qui connaît les abus les plus intolérables. Les agents européens, contraints à des quotas d'efficacité dictés par le souverain belge, soumettent la main-d'œuvre autochtone à des régimes insupportables. Les sentinelles des Européens administrent la chicotte, ces coups de fouet punitifs dont l'usage se maintiendra au XXe siècle. Pendant ce temps, avec l'essor de l'industrie automobile dans le monde occidental, les prix du caoutchouc explosent. Le Congo devient rapidement l'un des plus gros producteurs au monde. C'est le jackpot pour Léopold II. L'homme d'affaires recueille enfin les fruits de son acharnement. En moins d'une décennie, il double sa fortune personnelle. Les 10 années suivantes, il la triple. Pendant que Léopold II, roi créateur d'empire, bâtit de somptueuses constructions en Belgique avec son magot, des centaines de milliers de Congolais perdent la vie, victimes d'exactions, d'épuisement ou le plus souvent de maladies. En 40 ans de conquête, on estime que la population congolaise aurait pu diminuer de moitié. Il est impressionnant de constater le zèle avec lequel les agents se dévouent à leurs fonctions. Pour ma part, je trouve que le Congo est gouverné avec beaucoup d'humanité. Vicomte William Mountmorres. J'ai observé plus d'atrocités dans les rues de Londres que lors de mon voyage au Congo. Mrs. Mary Sheldon, journaliste anglaise. Malgré un discours colonial officiel toujours aussi triomphant, l'étau se referme lentement sur Léopold II. Les témoignages critiques de missionnaires protestants, comme ceux du métis américain William Shepard, se multiplient. Shepard, qui s'était enfoncé profondément dans le pays à la recherche de témoins, fait circuler des récits détaillés en Europe et aux États-Unis. Le chef nous a conduits à côté d'une palissade en bois. Sur les pieux, horreur, des mains droites, 81 au total. Le chef me dit, ce sont nos preuves. Nous devons couper les mains droites de nos victimes pour prouver à l'État qu'elles sont bien mortes et que nous ne gaspillons pas nos munitions. Mais c'est de Grande-Bretagne que vient le coup fatal aux campagnes de Léopold II. C'est un jeune polémiste anglais, du nom d'Edmund Morel, qui assène le coup de grâce au puissant monarque. À l'âge de 18 ans, Morel entre au service d'une importante firme de transport maritime à Liverpool, la Elder Dempster. Une des lignes de cette société dessert le Congo via le port d'Anvers. Ce lien privilégié avec l'Afrique permet à Morel de recueillir des témoignages de plus en plus inquiétants sur les abus qui sévissent au Congo. Pour moi, il s'agissait avant tout d'un problème de droit humain, de conscience et de responsabilité collective. Léopold II avait beau jeu de me présenter comme l'ennemi anglais à la solde des intérêts des marchands de Liverpool. Ses arguments ne convainquaient plus qu'une partie de la sphère dirigeante en Belgique. À l'étranger, les preuves irréfutables que j'avais rassemblées attiraient l'attention des plus grands dirigeants. Les signatures de mon comité de soutien étaient plus prestigieuses les unes que les autres. Du monde entier, je recevais des marques de sympathie et des encouragements. Le discours bien huilé de Léopold II à la gloire de son œuvre et l'impression ininterrompue de publications contredisant les critiques ne suffisent plus. C'est le cénacle intellectuel qui désormais s'engage dans la bataille. Mark Twain, Conan Doyle, Anatole France, ou évidemment Joseph Conrad, qui avait personnellement connu le Congo de l'intérieur pour y avoir vécu. La pression internationale contraint Léopold II à réagir.
il décide d'envoyer une commission d'enquête au Congo en 1904 afin de se blanchir aux yeux du monde. Cette commission, plutôt favorable à Léopold II, composée d'hommes choisis par ses soins et méfiante envers les attaques anglaises au départ, revint du Congo avec la conviction profonde qu'il fallait mettre fin aux abus. Ils avaient pu entendre les plaintes des missionnaires, mais aussi de la population elle-même, qui ne voulait plus se laisser faire. L'attaque provient désormais du propre camp de Léopold II, et les preuves sont irréfutables. Pour Léopold II, la commission produit l'effet inverse de celui attendu. La Belgique comprend alors qu'elle doit réagir. Il faut qu'elle annexe le Congo avant qu'il ne soit trop tard pour elle. D'autant que le Congo reste une terre de convoitise pour beaucoup d'appétits européens. Le risque de voir le rival anglais mettre la main sur son œuvre force Léopold II, vieilli et usé, à accepter de céder le Congo à la Belgique en 1908. Avec cette concession royale, la mission de Morel s'achève sur une victoire éclatante. De son côté, le vieux roi se retrouve à nouveau isolé, comme au début de l'aventure congolaise. En acceptant l'héritage douteux de son souverain, la petite Belgique entre brutalement dans le cercle fermé des puissances coloniales. Parviendra-t-elle à enrayer le système abusif d'exploitation mis en place par son souverain? Léopold II ne sera pas là pour le constater, puisqu'il décède quelques mois plus tard, le 17 décembre 1909. La Belgique hérite ainsi d'une colonie 80 fois plus étendue que sa propre superficie. Les Belges semblent résolus à mettre fin aux abus. Les députés ont voté à la Chambre une charte coloniale, dont les principes sont sans équivoque. Le travail forcé, les mauvais traitements sont désormais interdits. La Belgique entend construire au Congo une société plus juste et plus humaine. C'est alors que des jeunes gens pleins d'espoir s'apprêtent à partir pour le Congo. Le père Van Wing était de cela. Sich darauf freuten wir anzukommen, von uns war... Mais au séminaire, nous lisions beaucoup. Des récits de voyage, des études ethnologiques, les biographies des grands missionnaires. Quand l'un de ces pionniers rentrait d'Afrique, ils venaient nous voir. C'est avec eux que j'ai découvert les premières images du continent noir. Un Dieu que c'était beau. À la fin de mon séminaire, j'ai reçu l'ordre de rejoindre la mission de Kisantu dans le Bas-Congo. Un jésuite est un soldat qui obéit à sa hiérarchie. Mais au fond, j'étais ravi. J'allais partir. Enfin. Je suis arrivé à Kisantu, où j'ai vécu la vie des missionnaires itinérants. Tout était à faire. C'était grisant. Il fallait instruire, évangéliser, organiser la vie des paroisses, créer des écoles, des hôpitaux, et bâtir une société chrétienne. Les colons étaient à peine quelques centaines sous Léopold II. Ils sont maintenant près de 4000. Mais la Belgique n'encourage pas les Blancs à s'installer. À la différence de l'Algérie française, le Congo doit être une colonie d'exploitation, pas de peuplement. Les nouveaux arrivants doivent se mettre au service de l'appareil économique et le rendre plus performant.
Aux yeux des colons, les Noirs, s'ils veulent s'élever et assumer leur part de responsabilité, doivent apprendre à partager les convictions et les pratiques des Blancs dans tous les domaines. La religion, la morale, la médecine, la sexualité. Comme il y a encore peu de Blancs, ce sont des Noirs qui remplissent les fonctions d'assistants, d'infirmiers, employés et ouvriers. « 1914. Un coup de tonnerre secoue la planète. La guerre éclate en Europe. Elle va bientôt s'étendre à l'Afrique. Le Congo belge n'est pas épargné. On envoie son armée combattre les Allemands en Afrique orientale. Plusieurs milliers d'indigènes sont recrutés comme porteurs. Les Congolais se montreront d'excellents soldats. Beaucoup mourront à la tâche. Au lendemain de la guerre, le monde a plus que jamais besoin de cuivre, d'étain, de zinc. Il a besoin d'or et de diamants. Le Congo va les lui fournir. L'Union minière, une filiale de la Société Générale de Belgique, règne en maître au Katanga. L'Union minière a besoin de main-d'œuvre. Beaucoup de main-d'œuvre. Et c'est le retour du travail forcé. Tout le monde est concerné. Les hommes, les femmes et même les enfants. Les salaires sont dérisoires, la discipline brutale. La Belgique fait marche arrière, comme si elle ne pouvait pas se débarrasser de ses vieux démons. Il y a des révoltes. En 1919 au lac Léopold II. En 1920 au Sankoro et en province orientale. En 1921 au sud-Équateur. À chaque fois, des tribus, des ethnies se soulèvent. Mais l'administration veille à ce que les mouvements ne s'étendent pas. Les révoltes sont étroitement circonscrites. Puis, la force publique intervient et c'est la répression. Entre-temps, une autre voix s'est fait entendre. En Belgique, cette fois. C'est la voix d'un homme au destin exceptionnel. Il s'appelle Paul Panda Farnana. Enfant, il avait été petit boy au service d'un militaire belge. C'est alors que son destin avait basculé. Son protecteur rentre en Belgique et décide de l'emmener. Là, Paul Panda est adopté et il fait des études brillantes. Il décroche même un diplôme d'ingénieur agronome. Pendant la guerre, il s'engage dans le corps des volontaires congolais. Il se bat contre les Allemands, à Namur. Il est fait prisonnier. En Allemagne, on l'exhibe en spectacle, comme un animal dans un parc zoologique. Une humiliation qu'il n'oubliera jamais. À la fin de la guerre, Paul Panda est de retour à Bruxelles. Suite au refus de la Belgique d'accorder une pension aux vétérans congolais, il fonde avec quelques amis l'Union congolaise, et il en devient le porte-parole. Nous n'étions pas les seuls à penser qu'il fallait œuvrer au développement moral et intellectuel d'une élite congolaise. Nous étions soutenus par plusieurs personnalités, dont le leader socialiste Émile van der Velde. Ensemble, nous avons créé une école pour Congolais à Charleroi. Nous voulions montrer que nous étions capables de collaborer avec les Blancs, mais qu'il fallait qu'ils nous associent peu à peu à la gestion du pays. Quelques mois plus tard, à Bruxelles, Paul Panda participe au premier congrès colonial qui se tient dans la salle des séances au Sénat. C'est un peu un congrès de propagande. L'administration veut intéresser davantage les Belges à leur colonie
susciter les vocations. Paul Panda est le seul noir qui était invité à s'exprimer. Messieurs, puisque la colonisation s'adresse aux Noirs, il est juste que vous écoutiez leur voix. Les Blancs dirigent et ils dirigent seuls. Ils doivent s'appuyer davantage sur les Congolais. Nous sommes prêts à apprendre et à collaborer. Mais il faut pour cela développer l'instruction, créer des écoles, investir dans l'éducation. Les Congolais, messieurs, veulent participer avec vous à l'édification de leur pays. Car c'est bien notre pays. Nous sommes maîtres de notre terre. Enfin, monsieur, il faut rappeler que de nombreux abus ont été commis au Congo. Et ils sont commis encore. Il faut y mettre fin, il faut en finir. Surtout avec le travail forcé indigne d'une nation telle que la Belgique. Paul Panda n'est pas compris. On se méfie de ce noir à la langue trop bien pendue. La presse conservatrice pense qu'il exagère. Elle va bientôt lancer contre lui une campagne de dénigrement. J'ai été très déçu par ces réactions. Mais j'ai continué à réfléchir. Je me suis rapproché du mouvement panafricaniste de Webb Du Bois. C'était un noir américain très impressionnant. Il prenait le retour de la diaspora noire dans une Afrique libre. J'ai participé à ses côtés à une conférence panafricaine qui s'est tenue à Bruxelles. Là, j'ai rencontré des intellectuels noirs et blancs qui m'ont ouvert les yeux. J'ai réalisé que le Congo devait retrouver son indépendance, revenir à ses traditions. Paul Panda écrit encore des articles sur son pays, son histoire et sa culture. Mais il n'aura pas le temps de mettre ses idées en œuvre. Il meurt quelques années plus tard dans des circonstances mystérieuses. Le gouverneur général tire alors une étrange conclusion de ce que fut la vie de Paul Panda. Il interdit désormais aux agents belges rentrant en congé d'amener en Belgique des Noirs avec eux. En somme, pas d'élite, pas de problème. L'ordre colonial continue sur sa lancée. Les Blancs au-dessus, les Noirs en dessous. Les témoignages dénonçant le travail forcé ne cessent pourtant d'affluer en Belgique. Le monde politique ne peut plus fermer les yeux. À Bruxelles, le député socialiste Emile van der Velde monte à la tribune de la Chambre pour exiger une commission d'enquête. Une de plus. Pierre Reckmans en fait partie. Ce haut fonctionnaire est alors âgé d'une quarantaine d'années. Il connaît bien l'Afrique centrale, où il a combattu pendant la guerre. Et il l'aime passionnément. Avec cette mission, nous avons pu découvrir l'envers du décor. Nous avions l'impression de pénétrer au cœur même des ténèbres. Au Kasaï, j'ai vu les Noirs qui travaillaient à recueillir l'huile de palme pour le compte des grandes sociétés. Le tableau était saisissant. Et c'est alors que j'ai rencontré le père Van Wing. J'ai fait comprendre à Pierre Reckmans qu'il y avait un sérieux problème. Les sociétés qui pratiquaient le travail forcé ne tenaient aucun compte des règles et des quotas. Dans les villages, il n'y avait plus que des femmes, des enfants et des vieillards. L'exode rural déracinait les gens. Il disloquait les communautés, il ruinait l'autorité des chefs coutumiers. Tous les rouages de l'administration étaient compromis dans le travail forcé. Il fallait en finir. Mais la mission n'a pas débouché sur grand-chose. Il a fallu attendre encore 20 ans pour que le travail forcé prenne fin. En Belgique, au temple de la bourse, les conditions de travail des Noirs importent peu, tant que les chiffres sont bons. La croissance économique des années 20 encourage les métropoles occidentales à intensifier les relations commerciales avec leurs colonies, qui offrent de nouveaux débouchés. Avec la crise économique mondiale de 1929, les grandes puissances, par réflexe protectionniste, se replient sur leurs empires coloniaux. Le Congo devient pour la Belgique une source inestimable de revenus. Les actions de l'Union minière ne cessent de grimper. La filiale de la Société Générale est devenue un État dans l'État, riche, puissante, incontournable. Ses dirigeants décident de tout, même si la plupart n'ont jamais mis les pieds au Congo.
1932, le romancier Georges Simenon visite le Congo pour le compte d'un journal français. Il est le témoin du climat de tension sourde entre blancs et noirs. Simenon conclut son reportage par ces mots. « Vous croyez que l'Afrique vous parle, qu'elle vous appelle, que nègres et négresses vous tendent les bras? L'Afrique, croyez-moi, elle vous dit merde. » Milieu des années 30. Les colons continuent à débarquer dans ce qui semble bien être à leurs yeux un nouvel Eldorado. Sur les images de ce temps, on les voit encore heureux, sûrs d'eux-mêmes et de leur destin. Dans les villes, ils ont leur quartier, leur restaurant, leur club. Avec les Noirs, on ne se mélange pas. C'est la règle. Toutefois, ce tableau idyllique est en passe de se fissurer. Les colons ne s'en rendent pas encore compte, mais le temps de l'insouciance connaît ses dernières heures. 10 mai 1940, l'Allemagne attaque la Belgique. En 18 jours, l'armée belge est balayée. Le roi, Léopold III, capitule et choisit de demeurer en Belgique occupée. Entre la colonie et la métropole, tous les ponts sont coupés. Au Congo, Pierre Ryckmans est gouverneur général depuis 1934. Seul, face à un choix difficile, il engage le Congo dans l'effort de guerre aux côtés des Alliés. L'armée congolaise est présente sur plusieurs fronts, au Moyen-Orient, en Éthiopie et dans les jungles de Birmanie. En faisant la guerre, les soldats congolais découvrent que les Belges peuvent aussi être battus. Ainsi donc, Boula Matari n'était pas invincible. Son pouvoir n'est plus sans faille. En attendant, c'est toujours lui qui commande. C'est lui qui enrôle les hommes dans les mines et les déplace vers les zones industrielles. Avec les Américains, la Belgique signe un accord secret. Le Congo fournira aux États-Unis plus de 30 000 tonnes d'uranium qui serviront à leur programme nucléaire et permettront la confection des bombes atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. Les Américains obtiendront même l'exclusivité du minerai contre de plantureuses rémunérations à l'Union minière. La victoire des Alliés est fêtée avec ferveur par les métropoles occidentales. Winston Churchill et Charles de Gaulle défilent en triomphe à Bruxelles. Ils passent par la rue des Colonies, à 2 pas du siège de la Générale. Les piliers du vieux pouvoir colonial sont toujours debout. Pourtant, l'heure est à la décolonisation. Les 2 nouvelles puissances, les États-Unis et l'Union soviétique, encouragent ce mouvement. Non sans arrière-pensée, car le continent africain offre des perspectives économiques alléchantes pour ces géants en expansion. Au Congo, on hisse encore le drapeau belge. Mais pour combien de temps? L'effort de guerre a fait prendre conscience aux Congolais qu'ils étaient capables d'assumer de nouvelles responsabilités. Au lendemain de la guerre, une génération émergente d'intellectuels congolais s'apprête à prendre la parole. L'un de ses plus brillants représentants est Joseph Kasavubu. Il est originaire du Bas-Congo. Son histoire est emblématique. J'avais fait mes études au séminaire, mais j'ai fini par être écarté du sacerdoce pour cause d'indiscipline intellectuelle. J'ai tout de même fini par me faire engager dans l'administration à Léopoldville. Mais quand j'ai voulu obtenir un terrain pour y construire ma maison, il m'a fallu attendre 3 ans. C'est alors que j'ai fait mon premier discours. J'ai posé une question simple. De quel droit les Blancs pouvaient-ils décider de nous distribuer une terre qui avait toujours appartenu à nos ancêtres?
Sourde au bouleversement de fond qui se prépare au Congo, la Belgique tente de se façonner l'image d'une colonie modèle. Elle entend mettre en avant une véritable communauté belgo-congolaise, modèle d'harmonie et de mixité. On filme désormais des Blancs et des Noirs ensemble. Les meilleurs des Noirs, aux yeux des Belges, sont ceux qui cherchent à leur ressembler. On les appelle les évolués. Les plus évolués des évolués peuvent même recevoir une carte d'immatriculation. Mais il leur faut pour cela faire patte blanche. Montrer qu'ils mangent et boivent comme les Blancs, qu'ils vivent comme les Blancs, qu'ils pensent comme les Blancs. Apparemment, la preuve est difficile à fournir. À la veille de l'indépendance, ils seront 217 immatriculés à y être parvenus. En 1955, le jeune roi des Belges, Baudouin Ier, visite le Congo. C'est son premier voyage officiel. Un immatriculé va pouvoir l'approcher et même lui parler. Son nom ne dit encore rien à personne. Il s'appelle Patrice Lumumba. À l'époque, j'étais employé des postes. Je voulais vraiment être comme les Blancs, vivre comme eux, devenir leur égal. J'avais obtenu ma carte d'immatriculation, mais à quel prix? J'avais dû passer 2 fois l'examen. Lors de l'inspection, il m'avait demandé si je mangeais avec une fourchette et si mes enfants portaient une culotte. Quand le roi Baudouin nous a rendu visite, je lui ai raconté mon histoire, parce qu'elle était symbolique des évolués. J'attendais beaucoup de cette rencontre. Je ne sais pas s'il m'a entendu. Costume, réception, dîner. Patrice Lumumba avait payé cher pour en arriver là. En 1956, Lumumba comparaît devant la justice. Il est accusé d'avoir détourné des fonds. Monsieur Lumumba, reconnaissez-vous avoir prélevé de l'argent dans la caisse du bureau postal? J'ai plusieurs fois demandé un prêt qui m'a été refusé. Je suis un immatriculé, monsieur le juge. En tant qu'immatriculé, j'ai l'obligation d'avoir le gaz, l'eau et l'électricité dans ma maison. Mais mon salaire ne me le permet pas. La loi m'oblige à vivre comme un blanc, mais elle ne m'en donne pas les moyens. Qu'auriez-vous fait à ma place, monsieur le juge? Patrice Lumumba est condamné à 6 mois de prison. Dans sa cellule, il développe ses idées sur le nationalisme dans le livre « Congo, terre d'avenir ». Ce sera la pierre angulaire de son futur combat politique. Milieu des années 50, le vieux monde craque. C'est l'heure où les brasiers s'allument, en Indochine, à Cuba, en Égypte, en Algérie. Le mouvement de la décolonisation est en marche. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Le tiers-monde se cherche une identité, à l'écart des 2 grandes puissances, la Russie et les États-Unis, mais en jouant aussi sur leur rivalité. En Belgique, de plus en plus d'évolués congolais sont invités à venir visiter la métropole et à y séjourner quelque temps. La plupart découvrent stupéfaits un monde où tous les Blancs ne sont pas administrateurs, patrons ou missionnaires, mais plutôt employés, ouvriers d'usine, manœuvrent sur les chantiers, serveurs dans les restaurants. Ils se retrouvent régulièrement chez les Amis de présence africaine, un lieu où se croisent beaucoup d'intellectuels africains. Senghor, Césaire, Fanon. Des amitiés se nouent, des barrières tombent, des tabous aussi. Les intellectuels belges les plus lucides s'attellent à bâtir de nouvelles relations avec le Congo. Jeff Van Bilsen est l'un des plus actifs d'entre eux. Cet ancien journaliste a travaillé jadis au Congo. Il est reconnu comme l'un des meilleurs spécialistes du Congo. J'étais convaincu que le système colonial ne pourrait plus durer indéfiniment.
C'est ainsi que j'ai élaboré mon plan, le plan de 30 ans. J'y suggérais qu'il fallait créer une élite noire afin qu'elle puisse être intégrée dans les cadres européens. La Belgique ayant jusqu'alors totalement négligé l'enseignement supérieur, pour moi, ce devait être une œuvre de longue haleine. Une trentaine d'années, au moins. Le plan de 30 ans est mal accueilli par les colons, le ministre des colonies, les dirigeants des grandes sociétés. Bref, toute la nomenclatura coloniale freine des 4 fers. Pas question de parler d'indépendance. Du côté congolais, Joseph Kasavubu s'empare de l'idée, mais réagit beaucoup plus fraîchement sur la question du délai. L'indépendance, oui. Mais pourquoi fallait-il attendre 30 ans? Pour frapper les consciences, j'ai réclamé l'indépendance immédiate. Les événements se sont alors enchaînés à une vitesse effrayante. La machine était en marche, plus rien ne pouvait l'arrêter. En quelques mois, une vingtaine d'États africains vont bientôt conquérir leur indépendance. Le Ghana fut le premier. Son président, Kwame Nkrumah, organise dans sa capitale une conférence panafricaine. Il y invite les dirigeants des mouvements de libération africains. Parmi eux, Patrice Lumumba. Le jeune évolué qui voulait être blanc a fait du chemin. Il s'est engagé dans la politique et a rapidement pris la tête du mouvement national congolais. Avec le panafricanisme, il se radicalise. Au Ghana, j'ai pris conscience de la puissance des mouvements nationalistes en Afrique. C'est là que nous avons solennellement annoncé qu'aucun pays africain ne resterait sous domination étrangère après 1960. Dès mon retour à Léo, j'ai pris la parole devant une foule de Congolais. Je leur ai annoncé que l'Afrique était en marche vers son indépendance. J'ai conclu que l'indépendance n'était pas un cadeau, mais un droit. Léopoldville, 4 janvier 1959. Pour contrecarrer la montée en puissance de Lumumba, Kasavubu avait décidé d'organiser un grand meeting. Mais les autorités coloniales l'interdisent. Or, Léopoldville est alors un véritable chaudron, avec ses milliers de chômeurs et de jeunes sans emploi. La foule se rassemble. On crie Dipanda, indépendance. Des manifestants sont arrêtés. La colère monte. Un premier tir des policiers provoque l'escalade. Puis, c'est l'émeute. La force publique du général Janssens cadenasse la ville blanche. Elle entreprend ensuite la reconquête de la cité africaine, quartier par quartier. Il y aura plus de 200 morts. En Belgique, l'opinion est sous le choc. On réalise que l'on ne savait pas jusque-là ce que pensaient les Congolais. On craint la guerre civile, mais on se divise sur la réponse à apporter aux émeutes. Une semaine plus tard, le roi des Belges prend la parole. Notre ferme résolution est aujourd'hui de conduire sans atermoiement funeste, mais sans précipitation inconsidérée, les populations congolaises à l'indépendance, dans la prospérité et la paix. Ce sera donc l'indépendance, mais avec les atermoiements pour commencer et la précipitation pour finir. Rien n'a été prévu pour assurer la transition. Aucun plan, aucun calendrier. Alors on tergiverse. L'administration coloniale fait de la résistance. De leur côté, les milieux d'affaires sont déterminés à ne pas céder le terrain. D'autant plus que la bourse donne des signes d'impatience. Au Parlement, les députés siègent sans discontinuer. La majorité pense qu'il faut en finir. On décide de mettre en place une vaste négociation, la table ronde. Les travaux commencent le 20 janvier. Et c'est aussitôt le coup de théâtre. Les Congolais, malgré tout ce qui les divise, constituent un front commun dont la force de frappe va se révéler terriblement efficace.
Dès le premier jour de la conférence, j'ai publiquement regretté que Lumumba, qui avait été condamné pour trouble à l'ordre public, se trouvait toujours en prison. J'ai réclamé sa libération, alors que ce n'était pas un ami. Mais le Front commun n'avait de sens que si tous les leaders congolais étaient là. Puis, nous avons exigé avant toute négociation qu'une date ferme et irrévocable soit fixée pour l'indépendance. Le 30 juin 1960. Nous l'avons obtenu, avant même l'arrivée de Lumumba. En marge de la table ronde, on parle d'argent, de capitaux et de finances. Mais le Congo sort de la négociation dépouillé. Le futur État sera, dès le départ, couvert de dettes. Les élections législatives, les premières dans l'histoire du Congo, ont lieu au mois de mai. Les élections consacrent dans tout le pays la victoire de Lumumba qui devient Premier ministre. Joseph Kasavubu est élu président. Comme on dit au Congo, il n'y a pas place pour deux hommes sur la peau du léopard. Lumumba et Kasavubu vont bien vite s'en rendre compte. « 30 juin 1960. La veille, Patrice Lumumba et Joseph Kasavubu sont venus accueillir le roi à sa descente de l'avion. Poignée de main, sourire, mais l'ambiance est tendue. J'avais lu le discours que le roi s'apprêtait à prononcer. Il nous parlait comme à des enfants, à qui on va faire un cadeau, en espérant qu'ils sauront s'en montrer dignes. C'était d'une incroyable arrogance. Certains de mes amis me disaient qu'il fallait que je réagisse. D'autres me conseillaient plutôt de me taire. Il n'était pas prévu que je prenne la parole. Je ne savais pas quelle attitude adopter. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. À la dernière minute, je me suis résolu à me faire entendre. Le Congo était resté muet trop longtemps. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Ni les Congolais d'un de ces noms ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'il a été conquise. Une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Ce qui fit notre sort à 80 ans du régime colonialiste. Nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Vive les Congos indépendants et souverains. L'ivresse de l'indépendance va durer 3 jours. Le temps de se dégriser et de voir les choses en face. Tout a changé, mais rien n'a changé. Les attentes de la population sont immenses. Et Lumumba personnifie mieux que quiconque ses espoirs de changement. Le jour de l'indépendance, j'étais heureux, bien sûr. Mais je n'étais pas euphorique. Je pensais d'abord à l'avenir. Je savais que le défi était immense. L'administration, l'économie, tout était encore aux mains des Belges. Tout était à faire.
Je crois qu'au fond de lui-même, le président Kassafubu était aussi inquiet que moi. Kassa et moi, nous avions voulu cette indépendance et le pouvoir qui allait avec. Nous n'avions pas imaginé dans nos rêves les plus fous que nous l'aurions si vite. L'armée s'appelle toujours la force publique. Elle est toujours commandée par les Belges. Tous les officiers sont belges. Pas un seul Congolais. Quatre jours après l'indépendance, pour marquer sa désapprobation, l'armée se met en grève. La mutinerie se répand à toute vitesse. Les soldats vont piller, frapper, violer, tuer parfois. Congolais, Congolaises, la situation est grave. Les ennemis de notre indépendance ont provoqué partout des troubles. Ils ont créé un malaise dans l'armée. Nous devons tous, comme des frères, lutter contre les ennemis de l'intérieur et de l'extérieur. Des sanctions seront prises contre les fauteurs de troubles. Congolais, Congolaises, c'est l'indépendance de la République qui est en jeu. Je parle avec Kassa, nous allons sur le terrain, nous essayons de calmer les troupes. Nous faisons des promesses. Nous nommons des officiers congolais, nous rappelons des anciens. Je me souviens que Joseph Mobutu, un de mes fidèles, a été sergent dans la force publique. Nous le bombardons colonel et chef d'état-major. Trop tard. Sans armée, le pays se décompose. Les Belges s'en vont. Ils fuient par dizaines de milliers. Les Belges assuraient la continuité de l'État. L'administration se vide de ses fonctionnaires. Tout s'arrête. L'État est en train de s'écrouler. Au Katanga, l'homme fort de la région, Moïse Tshombe, avec l'appui des milieux d'affaires occidentaux et des dirigeants de l'Union minière, profite de l'occasion pour proclamer l'indépendance de sa province. Et le Kasaï s'apprête à faire sécession. Le Katanga et le Kasaï, les provinces les plus riches de la République. À peine né, le Congo est déjà menacé. Nous avions besoin d'aide et je savais que je ne pouvais rien attendre de la Belgique. J'ai donc essayé tous les leviers. Les États-Unis, l'ONU, mais personne ne bougeait. J'ai donc décidé de rompre les relations diplomatiques avec la Belgique et de contacter Khrouchtchev. Je sollicitais l'intervention de l'Union soviétique parce que le camp occidental ne voulait pas mettre fin à l'acte d'agression contre la souveraineté de la République du Congo. L'ONU va finalement envoyer des troupes au Congo, pour s'interposer seulement, pas pour combattre les sécessions. Les premiers casques bleus débarquent le 14 juillet. L'ONU au Congo, 2 semaines après l'indépendance. L'avenir du pays semble bien incertain. Sans l'aide de l'étranger, nous n'avions plus le choix. Lumumba a décidé alors d'envoyer l'armée sur les 2 fronts, Kasaï et Katanga. Mais l'expédition au Kasaï allait lui coûter très cher. L'armée massacra des milliers de civils à Bakwanga. Une tache de sang indélébile sur le drapeau du Congo indépendant. J'étais responsable de ce désastre. J'étais éclaboussé de ce sang. Mes jours étaient désormais comptés. Je le savais. Je le sentais. Et Kassavubu aussi, sans doute. Le 5 septembre 1960, nous avons révoqué, conformément à l'article 22 de la loi fondamentale, le Premier ministre, M. Patrice Lumumba... Il a cru me limoger d'une phrase. Qui lui avait dicté son texte? J'avais des ennemis partout.
à Bruxelles et à Washington, dans toutes les provinces, partout, jusque dans mon gouvernement. La Belgique me vouait une haine inexpiable. J'étais le diable, le communiste. J'étais le colonisé ingrat. Je n'allais pas me laisser faire. La guerre du pouvoir a commencé. Kasavubu, en croyant prendre la main, la laisse en fait à Mobutu. Allô, allô, chers compatriotes, ici c'est le colonel Mobutu Joseph qui vous parle de Léopoldville. L'armée nationale congolaise a décidé de neutraliser le chef de l'État. Joseph Désiré Mobutu, le disciple de Lumumba, nommé par celui-ci secrétaire d'État, colonel, chef d'état-major. Mobutu sera le Judas de son mentor. Il fait encercler la résidence de Lumumba par l'armée congolaise. Et l'ONU assigne l'ex-premier ministre à résidence. Retenu pendant plusieurs semaines, je n'ai plus qu'une idée en tête, m'échapper et repartir au combat. Je ne vois plus qu'une issue, aller jusqu'à Stanleyville, rassembler mon peuple, libérer ma patrie. Le 27 novembre, dissimulé dans une voiture banale, je trempe la vigilance des soldats qui gardent ma résidence et je m'enfuis. 5 jours plus tard, le jeudi 1er décembre, la chasse est déjà finie. Lumumba est rattrapé et ramené à Léo comme un trophée. Les Américains sont depuis quelque temps convaincus que l'instabilité du Congo risquerait de profiter au bloc communiste. The United States deplores the unilateral action of the Soviet Union in supplying aircraft and other equipment for military purposes to the Congo, thereby aggravating an already serious situation which finds Africans killing other Africans. Kasavubu, Mobutu, les Belges, les Américains, tous semblent désormais d'accord pour que Lumumba quitte définitivement la scène. Pour ne pas tremper leurs mains dans son sang, ils décident de l'expédier au Katanga, dans le camp ennemi. Le 17 janvier 1961, arrivé à destination, Lumumba sera torturé, puis fusillé et son corps sera dissous. En me faisant disparaître, ils voulaient m'effacer de la mémoire du monde. C'est leur plus lourde erreur. Grâce à eux, je serai dans tous les livres d'histoire. Ce 17 janvier 1961, j'entre tout droit dans la légende des siècles. La mort de Lumumba ne règle pas grand-chose. Sans lui, il n'y a plus de diable, il n'y a plus de danger communiste, mais tout reste à reconstruire. Et face au vide, le chaos menace. Pour rétablir l'ordre, l'ONU décide d'envoyer ses troupes au combat et de mettre fin à la sécession du Katanga. La Belgique est dans une position inconfortable, car elle veut protéger ses intérêts dans la région. Ce sont des officiers belges qui encadrent la gendarmerie katangaise, ainsi que des mercenaires que l'on appelle les affreux. Des aventuriers de tout poil. Des Belges encore, des Français, des Sud-Africains. À la gare, on va voir jusque-là. C'est loin la gare ici? La sécession prend fin 2 ans après la mort de Lumumba. Les mercenaires sont défaits par l'ONU et évacués en Europe. L'année suivante, le sang recommence à couler. Après les sécessions, les rébellions, au Kwilu et au Kivu.
Des mouvements populaires qui revendiquent une deuxième indépendance, une répartition plus juste des richesses et du pouvoir politique. En moins de 3 mois, les rebelles conquièrent la moitié du pays. Mais leur organisation se détériore. Les exécutions, les massacres, les assassinats sporadiques se multiplient. Puis ils prennent des Européens en otage, des Belges pour la plupart. Très vite, Bruxelles réagit. Les para-belges sautent sur Stanleyville en novembre 1964. C'est le commencement de la fin pour les rébellions. Il y aura encore des soubresauts jusqu'en 1967. Un certain Laurent Désiré Kabila fera là ses premières armes, aux côtés d'une grande figure de la Révolution. Che Guevara, qui dira de lui « De tous les combattants congolais que j'ai pu rencontrer, Kabila est le seul à avoir un cerveau clair, une capacité de raisonnement, une personnalité de dirigeant. » Mais de Kabila, on en reparlera beaucoup plus tard. La guerre a fait le jeu de l'armée et de son chef tout-puissant, le colonel Mobutu. Le colonel est devenu général. Il attend son heure avec la patience du serpent. Et son heure va bientôt sonner. Le 24 novembre 1965, Mobutu va déposer paisiblement Kasavubu. Un coup d'État en douce. Le président fera ses valises et regagnera son village natal dans le Bas-Congo. Un nouveau chapitre de l'histoire du Congo peut commencer. Léopoldville s'appelle maintenant officiellement Kinshasa. La capitale a retrouvé son ancien nom. Mobutu ne néglige rien pour se poser en grand nationaliste. Début 1967, Mobutu crée le MPR, Mouvement populaire de la Révolution. Il organise un défilé à Kinshasa et il convoque Lumumba à ce défilé. C'est bien joué. L'art de gouverner est aussi l'art d'oublier. Et voilà ensuite qu'il essaie de capter un autre héritage, l'héritage colonial. En devenant l'ami, le frère du roi des Belges, il devient lui-même l'héritier de Léopold II, l'héritier du roi fondateur. Avec Mobutu, un régime prédateur, un de plus, s'apprête à voir le jour. Le contexte était favorable. Mobutu était un fin calculateur. Il allait toujours essayer de ménager les deux, l'intérieur et l'extérieur. Et cette fois, il allait rester au pouvoir. Pas 3 mois, pas 6 mois, pas 10 ans, 32 ans. L'intérieur et l'extérieur. À l'intérieur, Mobutu avait fait place nette. Il a établi son pouvoir sur la violence. 6 mois après son coup d'État, il faisait pendre 4 politiciens accusés de complot devant une foule immense. Les élites qui s'étaient battues pour l'indépendance, dont je faisais partie, étaient toutes reléguées au second plan. À l'extérieur, Mobutu joua d'abord la carte occidentale. Mais il gardait plein d'atouts dans ses manches. Il apprenait vite, un vrai caméléon. L'Amérique restait son socle. Il allait faire toutes les volontés de Washington, en Afrique et au Proche-Orient. Carter, Reagan, Bush, tous l'ont accueilli en ami.
C'est l'heure glorieuse de Mobutu, l'apogée du Congo indépendant. La paix civile, les affaires, les grands travaux. Le cours du cuivre est florissant. L'argent rentre dans les caisses de l'État. Rares sont les personnalités congolaises qui osent encore critiquer le chef de l'État. J'ai lu quelque part qu'on vous appelait, monsieur le cardinal, le censeur du régime. Qu'est-ce que cela veut dire? Je n'ai pas encore entendu parler de cela. C'est la première fois que j'entends dire que je suis le censeur du régime. Je n'ai pas encore entendu parler de ça. Qu'est-ce qu'on veut dire? Je ne sais pas exactement. Le cardinal Joseph Malula, archevêque de Kinshasa, est de cela. Il paiera ses prises de position par une mise en exil en 1972. Début des années 70, Mobutu n'était plus le même. C'était étrange, un mélange d'ivresse et de frustration. Mobutu va vouloir tout balayer, tout effacer, tout réécrire. Il fallait tout supprimer et tout réinventer. Mobutu a appelé ça l'authenticité. Il inventait le Zaïre et faisait jouer la zaïroise. Le Zaïre existe. Une lueur d'espoir pour la population. Les Zaïrois aux quatre coins de cet immense pays semblent s'y reconnaître. Kinshasa organise le championnat du monde de boxe des poids lourds. Mohamed Ali, George Foreman. La victoire d'Ali est celle du Zaïre nouveau. Tout cela était vrai. Mais tout cela faisait illusion. Le Zaïre était un peuple. Mais le Zaïre n'était pas un État. L'administration, les services publics étaient les grands oubliés du mobutisme. L'État était un énorme parasite qui vivait au détriment de la société. Il n'organisait presque rien, sauf la corruption. On était dans un système embrouillé dont Mobutu était le centre, mais où le pouvoir était émietté et dans lequel la population congolaise était la grande oubliée. Actuellement, je suis privé de tout. C'est-à-dire, je n'ai même pas un sou en poche. La vie devient intenable parce que le salaire qu'on nous donne ne nous permet pas d'acheter, par exemple, de vivre, par exemple, pour toute une famille. Vivre avec ce salaire pendant tout un mois, c'est impossible. À la tête d'un pays richissime, et dès lors objet de toutes les convoitises, Mobutu fait jouer les rivalités des uns et des autres. Il attise la compétition entre la Belgique, l'ancienne métropole encore économiquement active, et la France, bien implantée dans la région depuis la conférence de Berlin de 1885. Mobutu profite aussi de la position stratégique du Congo en Afrique pour se présenter comme un rempart incontournable à la menace communiste sur le continent. Ces habiles manœuvres permettent au dictateur d'être peu inquiété pendant plus d'une décennie. En 1980, un texte, la lettre ouverte aux citoyens présidents fondateurs, signée par 13 personnalités politiques, va faire naître une lueur d'espoir pour ceux qui, à l'intérieur du pays, espèrent le changement. 51 pages. Un réquisitoire minutieux du régime. C'est la première faille au sommet, le premier écho à la révolte silencieuse de la société. Les 13 vont même fonder un parti, l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social.
un deuxième parti au pays du parti unique. Mobutu enrage. Il punit les impies. Mais il doit vite lâcher du lest. Vive les guides! Vive le président! Vive les Zaïre! Vive le président fondateur! Le Zaïre est maintenant sous contrôle financier international. Comme dans d'autres pays d'Afrique, le FMI et la Banque mondiale imposent au Congo des plans d'ajustement économique très contraignants et dévastateurs pour la population. Mobutu comprend qu'il ne lui reste plus grand-chose comme marge de manœuvre. Mobutu n'aura donc plus qu'une obsession, durer, tenir. Le vent commençait à tourner dans le monde. Le communisme allait s'effondrer. Mobutu sentait qu'il ne pouvait plus compter sur le soutien aveugle de l'Occident. Alors il anticipa. Il décida d'organiser lui-même la démocratisation du régime. Le 24 avril 1990, il faisait des adieux larmoyants à son cher parti unique. Je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion. Le Zaïre est maintenant au fond du gouffre. Le peuple n'en peut plus. Il n'y a plus de coopération, plus d'assistance financière. Moi j'ai fait, je ne parle pas, j'ai fait. Le 23 septembre 1991, comme une meute affamée, la troupe sort de ses casernes à Kinshasa et se livre au pillage. Puis c'est au tour de la foule, à Kinshasa et dans d'autres villes, pendant des jours. Les émeutiers s'en prennent à tous les symboles de l'aliénation zaïroise. Ce qu'ils détruisent, ce sont leurs illusions perdues. Pendant 7 ans, Mobutu s'efforce à faire durer son régime aussi longtemps que lui. Il est malade, gravement malade. Le Zaïre est moribond. Mais il ne suffit pas de discours pour l'achever. Il faut la guerre. Et la guerre va s'allumer au Kivu, aux frontières du Rwanda. Le Rwanda, qui sort du génocide, veut traquer les milices génocidaires réfugiées au Kivu. Et accessoirement, faire main basse sur les richesses minières de la province. L'or, le diamant, le cuivre, le coltan, ces gisements inépuisables, depuis toujours objet de toutes les convoitises. L'histoire ne cesse de se répéter. Pour détrôner Mobutu, les Rwandais choisissent d'appuyer Laurent Désiré Kabila, le vieux maquisard retraité qui reprend du service politique après des années de trafic en tout genre.
Kabila vole de victoire en victoire, avec ses Kadogo, adolescents soldats, en première ligne pour les caméras. La reconquête va durer 6 mois. Nous voulons vraiment mettre fin pour Mobutu. Nous allons les tuer. Le 16 mai 1997, Mobutu fuit le Zaïre. Le lendemain, les Kadogo entrent dans Kinshasa et Kabila se proclame président de la République démocratique du Congo. La joie immense, la joie immense. On était des esclaves, maintenant nous sommes libérés. Mobutu va bientôt mourir, au Maroc, en 1997. On n'aura même pas une image de son enterrement. 32 ans d'histoire du Congo, et rien. Comme si Mobutu n'avait jamais existé. Comme si son pays n'avait été que néant. Et puis, c'est un nouveau coup de théâtre qui secoue le pays. Une nouvelle poussée de violence. Très vite, Kabila trouve ses protecteurs trop encombrants. L'allié, que le Rwanda aurait espéré docile, s'avère plus imprévisible que prévu. 1 an après sa prise de pouvoir, Kabila congédie les soldats rwandais. L'ami devient aussitôt ennemi. Le Rwanda va même devenir, pour des années, le pire ennemi du Congo. La guerre sera terrible. Elle va s'internationaliser. Des villages entiers vont être décimés, dans la folie et l'horreur. Pas moins de 6 pays vont se combattre dans la région, et des mouvements rebelles vont s'implanter durablement dans l'Est. Tandis que les actions des grandes multinationales minières s'envolent, le Congo est pillé, saigné jusqu'à la dernière goutte. Une ONG, l'International Rescue Committee, estime que cette guerre sanglante aurait pu coûter la vie à près de 4 millions d'individus. En plein milieu de cette guerre meurtrière et sale, il y a un coup de tonnerre. L'assassinat de Kabila. Abattu le 16 janvier 2001, mort le lendemain, le 17 janvier. 40 ans jour pour jour après l'assassinat de Lumumba. Comme lui, il avait trop d'ennemis. Mais le plus extraordinaire, c'est le dénouement politique de l'assassinat. L'entourage de Kabila père désigne tout bonnement Kabila fils pour lui succéder. Après Kabila I, Kabila II. Ceux qui ont tué le premier semblent parfaitement s'accommoder du second. L'intronisation de Joseph Kabila se fait en quelques jours, comme une formalité. Au Congo, plus rien n'étonne désormais. L'histoire n'est plus à une surprise près. Pourquoi Joseph Kabila? Pourquoi ce néophyte, ce jeune homme sans bagage politique? C'est peut-être la réponse à la question. Parce qu'il ne pèse pas bien lourd et qu'il appartient à la génération qui m'a suivi. Joseph Kabila est le premier dirigeant congolais à n'avoir pas connu le Congo belge, à n'avoir pas vécu dans sa chair l'humiliation coloniale. Peut-être est-il différent de nous. Peut-être. Mais je n'y crois pas trop. L'histoire a la vie dure. Quand je regarde ces 50 ans d'indépendance, je vois beaucoup d'agitation, beaucoup d'erreurs et d'échecs. Mais je vois aussi la résistance, le refus de la fatalité, la construction d'une identité.
Pour les Belges, nous n'étions qu'une vaste mosaïque de langues, de tribus, de régions disparates. Et c'était vrai. Et c'est de cela que nous avons fait une nation. C'est ma seule fierté. Le peuple congolais regorge d'énergie, de rêves et d'espoir. Mon peuple est la chance du Congo. Il fait battre le cœur de ma belle nation. Le Congo vit. Il vivra éternellement.